Cyril nous a écrit sur actu@lecanardrefractaire.org pour qu'on lui vienne en aide, enfin plutôt à une vieille dame, Isabelle, qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. Il a donc monté une cagnotte pour cette Madame Balkany, alors n'hésitez pas à aller dans les sources pour lui venir en aide. Bonjour à toutes et à tous, on est le mercredi 6 mars, vous regardez l'actu réfractaire, et ce sera donc Donald Trump contre Joe Biden. Le milliardaire aux cheveux de raton laveur est en pleine primaire pour être le candidat républicain. Et hier, c'était une date très importante puisqu'il s'agissait du Super Tuesday avec 15 États qui ont voté simultanément. Trump en a gagné 12 sur 15 avec des victoires écrasantes dépassant parfois les 70%. Bon, il reste encore quelques États qui doivent voter, mais il n'y a plus beaucoup de suspense sur qui les remportera. Un Trump électrisé par ses victoires électorales qui va affronter un Biden assez mou et sénile, ce qui va donner une campagne très divertissante comme savent le faire les États-Unis. Bon, au final, ce sera toujours les banques, les fonds de pension et les multinationales qui gouverneront ce pays, mais bon, c'est toujours plus sympa à regarder qu'un match des San Antonio Spurs, hein. Enfin, d'après Johan. En parlant d'industriels, le Sénat insiste légèrement pour faire passer une loi, celle de la réquisition des grandes coopératives agricoles et des grands industriels de l'agroalimentaire afin d'avoir un contrôle total sur les marges et permettre aux agriculteurs de vivre et de mettre... non, en fait, ils veulent juste utiliser le livret A pour financer les industries de guerre, voilà. À 2 reprises déjà, l'Assemblée nationale a voulu imposer cette mesure qui a été par 2 fois censurée par le Conseil constitutionnel. Le livret A, jusque-là, rémunère les HLM, le développement durable ou encore l'économie sociale et solidaire. Mais il y a quand même des sénateurs un peu plus cool que ça en France. 8 parlementaires vont déposer un recours contre le gouvernement. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'appliquent pas une loi censée alléger la niche fiscale des Airbnb. Celle-ci permet un énorme rabattement fiscal pour ceux qui louent leur logement en courte durée. 330 millions par an donnés aux propriétaires qui nous privent, nous, de logements, et tout ça pour favoriser le tourisme dans une période où le nombre de locations a chuté de 40% en France. On finit avec le Digital Market Act. Bon, ça donne bien comme ça, hein. En fait, c'est la nouvelle réglementation européenne contre les géants de la tech. En application la semaine, ça va permettre de lutter contre les monopoles que sont les GAFAM. Enfin, légèrement. Par exemple, Google n'a plus le droit de favoriser ses produits quand on utilise son moteur de recherche. On va pouvoir installer des applications sur les iPhones sans forcément passer par l'App Store, et on va aussi pouvoir se connecter sur Messenger sans passer par Facebook. Ouais, c'est pas la loi antitrust la plus ambitieuse de l'histoire, mais ça a bien enquiquiné Facebook quand même, hein. La boîte de Zuckerberg a eu de très gros problèmes techniques hier. Facebook, Messenger et Instagram étaient inutilisables. La cause serait justement les modifications du Digital Market Act qui ne se sont pas bien passées. Bon, on a fait un mini point abonné en intro, donc aujourd'hui on va plutôt faire un mini point culture. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas nous écrire à actu@lecanardrefractaire.org, on vous attend. Nintendo a réussi à se débarrasser de l'émulateur Yuzu. Alors celui-ci, il permettait de jouer à tous les jeux de Switch sans les acheter, et depuis un smartphone, un ordinateur ou un Steam Deck. Et il n'aura fallu qu'une semaine à Nintendo pour l'emporter. La plainte ayant été déposée le mercredi 28 février et la suppression actée le mardi 5 mars. Les fondateurs de Yuzu ont accepté de verser 2,4 millions de dollars en compensation au groupe Nippon et va aussi couper tous les accès à sa plateforme de jeu. La plateforme aurait pu perdre bien plus en passant par la case procès, donc ça s'explique. Et tout ça, ça signifie un retour à l'achat obligatoire des jeux qui vont de 40 à 80 € pour certains. Alors dites-nous en commentaire vos jeux de Switch préférés et si vous pouvez vous permettre de mettre autant pour un jeu. Aujourd'hui, on consacre la chronique internationale à la guerre en Ukraine et à son armement. Fin février, Macron a fait son tollé sur la possibilité de l'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors les chefs des autres États occidentaux ont assuré qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats, puisque pour rappel, tout envoi de troupes en Ukraine aurait conduit à une déclaration de guerre avec la Russie. Macron, en déplacement en République tchèque, se justifie.
Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et nous refusons d'entrer dans une logique d'escalade. Le gouvernement tchèque prend l'initiative d'acheter des munitions hors Union européenne pour les envoyer en Ukraine. C'est pour rejoindre cette initiative que Macron s'est déplacé à Prague. Un plan d'action 2024-2028 franco-tchèque devrait être signé. Il engagerait donc des achats d'armement pour encore 4 ans qui devront bien évidemment être rentabilisés par des guerres. Tout ça alors que les soldats manquent d'équipement sur le front en Ukraine et que l'État français est accusé d'en faire moins que les autres alliés occidentaux. Le ministre des Armées publie pour la première fois la liste exhaustive du matériel militaire et chiffre ses dons français à l'Ukraine. Cependant, d'après un article de Mediapart qui a étudié les raisons de l'écart entre ces chiffres officiels repris sur des pages officielles du gouvernement français, le décompte est faussé. Alors d'abord, il compte dans le chiffrage la contribution au Fonds européen pour la paix, le FEP, sans déduire l'argent que l'État reçoit en retour de ce pot commun qui sert à rembourser, enfin au moins en partie, les États ayant livré des armes à Kiev. Et ensuite, l'évaluation du prix du matériel envoyé n'est pas fait sur son prix réel, mais en fonction de sa valeur de remplacement. Donc des équipements flambant neufs, achetés par l'armée française, en remplacement. Et c'est comme ça, selon Challenge, qu'un missile anti-char Milan, 7000 € pièce, envoyé en Ukraine, a été chiffré au prix de son remplacement, Acheron MP, qui coûte 193 000 € l'unité. Ces envois d'armes en Ukraine sont un immense accélérateur de l'armement mondial. Il y a un article récent du Monde diplomatique qui détaille les lignes de production de l'industrie de l'armement de plusieurs pays alliés. Il s'agit d'un système de production, de gestion de stock, d'organisation du travail qui permettent des coalitions de production par type spécifique de combat, répartis entre les pays. Par exemple, la coalition artillerie, co-dirigée par la France et les États-Unis. Alors cela signifie que les pays alliés se dotent des capacités de fournir en armes un client en guerre, l'Ukraine, mais aussi de se doter de lignes de production capables d'équiper les futures guerres. Quelques nouvelles maintenant de la situation intérieure en Ukraine. Alors on vous avait déjà parlé du projet de loi visant à renforcer la mobilisation, qui est toujours en débat au Parlement ukrainien depuis plus d'1 mois. Ce texte, il contiendrait notamment une mobilisation obligatoire de tous les hommes en âge de combattre, une possibilité, moyennant le versement d'une somme importante à l'État, d'échapper à la mobilisation. Des sanctions contre les déserteurs, comprenant un retrait du permis de conduire, de sortir du territoire et un blocage bancaire. Et par rapport à ce projet de loi, il y a une étude de SOCIS qui a été menée pour évaluer les réactions de la population par rapport aux différentes mesures discutées. Alors les pourcentages sont évalués sur un échantillon de 3000 personnes, interrogées plus d'1 quart d'heure au téléphone. Et la majorité des Ukrainiens, donc 70%, seraient contre les restrictions imposées aux déserteurs et pour le fait que toutes les personnes aptes à être mobilisées puissent choisir entre faire leur service à l'armée ou dans d'autres secteurs utiles à l'effort de guerre, comme la construction, un poste civil dans l'armée, les usines d'armement par exemple. Donc en résumé, les États arment et la population ne veut pas combattre. Merci de nous avoir suivis encore une fois et d'ici là, passez une bonne soirée. À demain, ciao. Quack.